Blockchain, apport et risque. Bonjour Olivier Lasmole. Bonjour. Olivier Lasmole, vous êtes professeur de droit à l'école de management de Normandie, de l'EM Normandie. Donc on a évoqué ensemble les blockchains, et voilà, comment les définir. On a évoqué le fait qu'il y avait une jurisprudence Minitel qu'il fallait si possible éviter. Alors on va peut-être d'abord aller sur les apports des blockchains, et puis les risques, c'est-à-dire autant de freins aussi qui peuvent expliquer la non-adoption, la non-diffusion des blockchains. Oui. Donc les apports. Alors les apports, on pourra en parler des heures. Ce qui fait qu'on pourra se poser la question de l'avenir déterminé ou indéterminé des blockchains, mais je vais essayer d'être succinct et d'être le plus clair possible. Alors, les apports sont de plusieurs natures. L'apport des blockchains, c'est d'abord une sécurisation des données. Les blockchains sécurisent et conservent les données. On parle de record keeping, c'est un gros avantage. En matière de e-santé, par exemple, qui est un domaine d'application des blockchains, c'est un avantage indéniable. L'autre avantage, dont on parle beaucoup, c'est la traçabilité des données. Et donc, qui dit données, dit derrière un objet. Donc, par exemple, une marchandise. Donc, imaginez en matière de supply chain, en matière agroalimentaire, secteur énergétique, pharmaceutique, traçabilité des médicaments. En cette période de crise sanitaire, savoir d'où viennent les médicaments, où ils vont. Quand c'est qu'en domaine humanitaire, près de 60% des médicaments sont frauduleux. Alors, on peut se poser ces questions. L'autre enjeu dont on parle aussi, c'est la certification. Les documents qui sont intégrés dans une blockchain sont infalsifiables. Sauf si on falsifie la blockchain, mais à ce moment-là, elle est détruite. Et donc, les documents qui sont intégrés dans une blockchain, qui ont été validés par les fameux mineurs, sont fiables à 99%. Et donc, on pourrait très bien penser à avoir des actes d'état civil dématérialisés dans une blockchain, des diplômes, c'est déjà le cas, des universités l'ont fait, des écoles l'ont fait, des produits de luxe qui seraient intégrés dans une blockchain et qui permettent de certifier que telle montre, tel bijou est bien tel bijou ou telle montre. Bon. L'automatisation, une autre fonction des blockchains, c'est-à-dire que vous avez une rationalisation des processus dans la blockchain qui permet d'aller beaucoup plus vite et donc d'avoir un gain d'argent. Vous prenez dans le transport maritime un navire de 18 000 conteneurs, c'est une estimation évidemment, la blockchain permettrait en rationalisant les process de gestion d'économiser en gros 5,4 millions de dollars par voyage. Donc c'est colossal. Et puis l'horodatage, c'est-à-dire toute information qui est introduite dans une blockchain qui est intégrée est datée. Et donc, en termes de propriété intellectuelle, propriété industrielle, vous imaginez, en termes de droit d'auteur, c'est extrêmement important. Bien sûr. Donc, on a des avantages qui sont structurels, qui sont des avantages liés aux blockchains. Rappelons que la blockchain, c'est se passer de tiers de confiance, du besoin de recourir à un tiers de confiance. Exactement, tout à fait. Très bien. Alors, quand on voit tous ces avantages, on se dit que si ça pose problème, c'est qu'on voit des risques. Exactement. Alors, les risques, je dirais, sont plus... Ou les questions en suspens sont des risques ou des questions... À mon avis, on peut être aussi long d'ailleurs sur les risques. Oui, mais l'avantage, c'est que ce sont des risques qui sont plus conjoncturels. Parce que c'est une technologie qui n'est pas encore forcément mature. Donc, on se pose encore des questions. On se pose la question vous parliez de tiers de confiance qui vont disparaître. Est-ce qu'ils vont vraiment disparaître? On parle de désintermédiation. Il n'y aura plus de notaire. Sauf que quand vous passez un contrat de vente, le notaire n'est pas là pour vérifier uniquement que c'est monsieur A avec monsieur B et qu'on vend tel objet, tel bien. C'est aussi là pour vérifier que les parties peuvent contracter, ont la capacité de contracter, que l'objet est licite. Donc des questions qui ne relèvent pas des blockchains. Et les juristes font la différence entre le negotium et l'instrumentum. L'instrumentum, c'est le fait de simplement vous dire que monsieur A et monsieur B ont bien leur identité vérifiée et que l'objet a bien été vérifié. Le negotium, c'est vérifier que toutes les questions juridiques de la vente sont réunies. Et ça, le tiers de confiance est obligatoirement présent. La question des smart contracts dont on parle, sans savoir, on dit ce sont des contrats. Non, ce sont des contrats qu'on a codifiés. Donc, les smart contracts, ce sont des programmes autonomes qui vont réaliser ce que vous leur avez donné et ce que vous avez mis dans les lignes de code. Sauf que ils ne peuvent pas intégrer l'aléa. Un contrat peut intégrer un aléa et vous modifiez le contrat. Un smart contract ne doit pas être modifié. Vous êtes obligé de refaire la blockchain. Donc, c'est un inconvénient. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment faire pour prendre en compte cet aléa dans les blockchains. Ça, c'est vraiment une question juridique. La question des protections, la protection des données personnelles. Une blockchain, vous avez un pseudonymat. Or, les États, pour lutter contre le blanchiment, veulent lever le pseudonymat. S'il n'y a plus de pseudonyme,
quid de la protection des données à caractère personnel, le RGPD, et je passe les différents textes, la directive Nice, comment faites-vous? Aujourd'hui, cette question entre en conflit avec le droit positif. Comment protéger les données personnelles? Et le droit l'oublie. C'est vraiment une question, aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Et puis, dernière question qu'on relève souvent, c'est effectivement l'impact environnemental. Il faut des serveurs, les fameux mineurs, extrêmement puissants. La Chine avait construit, je crois, le triple d'une Silicon Valley dédiée au blockchain avec des serveurs. Et donc, les serveurs consomment, on sait, à peu près l'équivalent de la consommation d'électricité de Chypre, ce qui est phénoménal. Certains ont pensé mettre des serveurs dans des caissons et on plonge le tout en mer. Oui, pourquoi pas. Maintenant, c'est peut-être pas la solution. L'ordinateur quantique sera-t-il l'avenir? Peut-être. Peut-être, ouais, peut-être. Enjeu géopolitique aussi. Oui, enjeu géopolitique, tout à fait. Alors, il paraît que le minage, ça se fait dans certains endroits du monde et c'est extraordinairement concentré, en fait. Oui, tout à fait. En Russie, en Chine. Or, si on sait que la Russie n'a pas ratifié la Convention de Budapest sur la cybersécurité, il y a peut-être une raison. Moins aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pense. Mais quand on sait que c'est en Chine et dans les pays de l'Est, c'est une question aussi d'autonomie stratégique que de se poser la question d'où sont ces serveurs, où va-t-on héberger les données. Alors, il y a la question de la cybersécurité des mails qui transitent par les États-Unis et la NSA. Là, concernant les blockchains, c'est la question géographiquement à l'opposé, pays de l'Est et Chine. Et donc, on revient sur cette question d'autonomie stratégique. Donc, la blockchain se pose des questions que l'IHEDN, l'Institut des études défensives, s'est posé, que la DGA, Direction Générale de l'Armement, se pose aussi. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que nous n'avons pas beaucoup de recul sur cette technologie, à part les bitcoins. Et donc, la législation n'est pas mature, la technologie n'est pas encore mature, et donc, les cas d'espèces ne le sont pas non plus. Rappelons que la Banque Centrale Européenne a annoncé réfléchir à la création d'un euro digital. Oui. Ça, c'est un lien direct avec la blockchain. Ah, mais bien sûr, tout à fait. Et ils vont dans le sens qui me fait penser que, malgré les résistances qu'on pourra évoquer, les résistances des acteurs, les résistances des marchés, c'est aussi aux institutions de prendre les choses à bras-le-corps pour éviter qu'il n'y ait un déplacement du centre de gravité de façon encore plus importante qu'il n'y a aujourd'hui, à savoir en Chine et en Russie. Merci beaucoup, Olivier Lasmole. Merci à vous.